Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Je suis heureux, justice a été rendue. Le ministre rwandais de la Justice salue la libération sous caution du chef des renseignements, le général Karenzi Garake, interpellé à Londres, mais qui reste sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par l'Espagne. Le Rwanda, où de nombreux opposants burundais ont trouvé refuge, des journalistes aussi. Certains d'entre eux ont enregistré des programmes spéciaux diffusés depuis des radios rwandaises qui peuvent être captés au Burundi. 3 ans après les événements de Marikana où 34 mineurs en grève ont été tués par la police, le président sud-africain vient de rendre publiques les conclusions de la commission d'enquête. L'exploitant et la police sont mis en cause. On en parle dans ce journal avec notre correspondante en Afrique du Sud, Caroline Dumais. Et puis le président ivoirien Alassane Ouattara nous a accordé un entretien à l'approche de la présidentielle du mois d'octobre. Il revient sur la situation politique du pays et notamment sur les nombreuses voix qui s'élèvent pour dénoncer l'alliance entre son parti et le PDCI. Son arrestation a provoqué un début de crise entre le Rwanda et son traditionnel allié britannique. Le général Karenzi Garake a été libéré sous caution ce jeudi. Le chef des renseignements rwandais interpellé samedi à Londres est sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par l'Espagne dans le cadre d'une enquête sur l'assassinat des ressortissants espagnols au Rwanda. Il a fait savoir lors de sa comparution aujourd'hui qu'il ne souhaitait pas être extradé vers l'Espagne. L'audience sur cette éventuelle extradition aura lieu au mois d'octobre. Une libération sous caution, en tous les cas accueillie avec satisfaction par un ministre rwandais. Écoutez. Eh bien, je suis heureux. Justice a été rendue. Je suis heureux car il s'agit sans doute du début d'un long processus pour exposer ces inculpations espagnoles, car elles ont été illégales et illégitimes. J'espère que ceci va enclencher un processus pour les exposer devant la loi. Le ministre de la Justice du Rwanda. Le Rwanda qui accueille sur son sol de nombreux réfugiés burundais, des opposants, des militaires en exil qui fuient la situation à l'approche d'échéances électorales contestées, mais aussi des journalistes, toutes les radios et télévisions privées du pays ayant été détruites. Du coup, c'est depuis Kigali que certains journalistes burundais en exil ont enregistré une émission spéciale diffusée par plusieurs radios rwandaises. Leurs antennes permettent d'atteindre plus de la moitié du Burundi. Reportage de Thaïs Brook à Kigali. Aujourd'hui, sur les ondes d'Isango Star, émission spéciale Burundi. Et au micro pour animer, un journaliste burundais. Ils sont une quarantaine à s'être réfugiés à Kigali. À Bujumbura, il n'y a aucune radio privée, toutes les radios ont été détruites, les médias ne fonctionnent plus. Eh bien, cette radio touche une grande partie de la population burundaise, c'est à peu près 6 provinces du nord et de l'ouest du Burundi. L'émission d'une heure, la première du genre, sera organisée 2 fois par mois. Objectif, permettre aux Burundais d'accéder à une information pluraliste et indépendante, ce qui n'est plus le cas depuis la destruction des médias privés en mai dernier. Au programme aujourd'hui, les élections législatives de mardi prochain. Les 6 radios qui ont organisé cette émission voulaient informer l'opinion sur le déroulement forcé des élections. Le porte-parole adjoint du parti au pouvoir au Burundi s'est exprimé pendant l'émission. Les responsables assurent qu'ils n'organisent pas la résistance depuis Kigali. Donc c'est vraiment poursuivre, à informer, montrer que même si on a été forcé de quitter le pays à cause des menaces, mais qu'on existe et qu'on est là. Dans un pays régulièrement critiqué en matière de liberté de la presse, une telle initiative peut surprendre. Et pourquoi pas refroidir un peu plus les relations entre les deux pays. En effet, Paul Kagame a récemment critiqué la volonté de son homologue Pierre Nkurunziza de se représenter en dépit du mouvement de contestation. Et pendant ce temps, au Burundi, c'est au sein de l'ambassade des États-Unis que se sont réfugiés des étudiants burundais qui campaient jusqu'ici à l'extérieur du campus, fuyant les violences. Il y a eu encore de nouvelles attaques à la grenade à 4 jours des législatifs et à l'approche de la présidentielle du 15 juillet. La situation reste très tendue. Le président burundais, lui, a inauguré son premier meeting de campagne à Kirundo, dans le nord-est du pays, assurant que le Burundi se portait très bien. Le président sud-africain a lui-même pris la parole à la télévision pour lire un résumé du rapport sur la tuerie de Marikana. C'était en août 2012. Les mineurs étaient en grève et 34 d'entre eux ont été tués lors d'une intervention policière. Sous le feu des critiques face à l'inaction des autorités après la tuerie, le président avait finalement mis en place
une commission. On retrouve tout de suite notre correspondante en Afrique du Sud, Caroline Dumais. Quels sont les points essentiels du rapport de cette commission ? Écoutez, c'est un rapport très long, hein, c'est difficile à résumer, 600 pages, un rapport très méticuleux, très riche, 3 ans d'enquête, hein, une commission quand même relativement indépendante, donc un rapport très intéressant. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que le principal responsable de la tuerie, c'est la police en tant qu'institution. Et elle est vraiment fermement condamnée hein, dans le rapport. Hein. Les mots sont durs, hein. Un manque de planification, des erreurs dans la chaîne de commandement, de l'improvisation de la part de certains policiers, donc les mots sont très très durs. Alors Jacob Zuma a lu le rapport, a évidemment condamné la police, a évidemment pris la police comme responsable de cette tuerie, mais il a aussi un petit peu donné les circonstances atténuantes hein, de ce massacre. Il a rappelé que s'il y avait eu 34 mineurs de mort, il y avait eu aussi des policiers qui avaient été tués et qu'il y avait une escalade de la violence inévitable parce que les syndicalistes étaient armés. Écoutez-le, c'était il y a quelques heures, hein, Union Buildings à Pretoria. Il aurait été impossible de désarmer et de disperser les manifestants sans faire couler de sang. La Commission a aussi exprimé sa préoccupation au sujet du délai de près d'1 heure pour apporter une aide médicale aux manifestants blessés. Caroline, est-ce qu'il y a déjà eu des réactions à ce rapport? Est-ce que les mineurs de Marikana vont être satisfaits par les conclusions? Ah non, pas du tout. Hein. Les réactions sont très négatives pour l'instant. Que ce soit les mineurs, que ce soit les syndicalistes, que ce soit surtout, hein, c'est surtout les veuves, les familles des victimes qui sont très très déçues ce soir. Vous savez, ça fait 3 ans qu'on attend. Hein. En fait, ça fait 3 ans qu'on attend de juger les coupables. On sait que c'est la police. Toutes les images ont montré que c'est la police qui avait tiré sur les mineurs. On sait maintenant qu'il y a même 17 mineurs qui ont été tirés à bout portant, hein, certains dans le dos par la police. Donc, ce que les familles veulent, eh bien, c'est que les policiers aillent en prison. Alors, le rapport demande une enquête du parquet, une enquête criminelle sur les policiers, mais bon, ça va encore prendre quelques années. Alors ici, on est très déçus. Vous savez, c'est pas la première fois qu'on a des rapports sur la corruption à Nkandla, des arrêts de justice. On se souvient de l'affaire Béchir. On condamne, on sait qui est responsable et finalement, personne n'est sanctionné. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Caroline Dumais, en direct du Cap. Et vous évoquiez, Caroline, à l'instant, l'affaire Béchir. C'est l'autre polémique qui s'amplifie en ce moment en Afrique du Sud, celle qui concerne la fuite du président soudanais, recherché par la CPI. Il a pu quitter Johannesburg alors qu'un juge sud-africain lui avait interdit de sortir du territoire. Eh bien, les autorités sud-africaines, très critiquées, menacent aujourd'hui de se retirer de la Cour pénale internationale, accusée par l'Afrique du Sud de cibler, je cite, injustement le continent africain. Au Nigeria, les attaques de Boko Haram restent quasiment quotidiennes. Et pourtant, il y a très peu d'images qui nous parviennent de ce qui se passe réellement dans ces villes du nord du pays. Nos confrères de France 2 ont pu récupérer des images filmées par des combattants et qui témoignent notamment des nombreuses exactions commises par le groupe islamiste. Attention, certaines de ces images peuvent choquer. Ce sont eux-mêmes qui filment. Mais c'est à leur insu que nous avons obtenu ces vidéos. Image rare d'une des attaques sanglantes de Boko Haram. Ce jour-là, les assaillants veulent prendre la ville de Gwoza. Une horde de combattants habillés en civil pour la plupart. Ils avancent par centaines et ouvrent le feu sans distinction. Ils ont des armes lourdes, parfois même des blindés pris à l'armée nigériane. Une fois entrés dans la ville, les assaillants pénètrent prudemment dans une caserne, déserte apparemment. Mais ils aperçoivent des soldats nigérians en train de fuir et se lancent à leur poursuite sur la colline. Les balles ricochent sur les rochers. Totalement dépassée, l'armée nigériane abandonne la ville.
il y a aussi ces autres films, toujours tournés par les combattants, mais cette fois avec des téléphones portables. Ici, Boko Haram entre dans ce qui semble être une prison. À terre, des hommes habillés en civil. Certains sont transportés pieds et poings liés, conduits sur un pont, d'abord alignés au sol, puis tués d'une balle dans la tête et jetés à l'eau. Sur la vidéo, 40 hommes sont ainsi abattus les uns après les autres. La preuve, des massacres commis par Boko Haram, des crimes de guerre passibles de la Cour pénale internationale. À 3 mois et demi de la présidentielle en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a accordé une interview à quelques médias, dont France 24. Les contestations de l'opposition, l'émergence d'une coalition contre lui, mais aussi le soutien du PDCI à l'actuel chef de l'État qui ne fait pas forcément l'unanimité. Des propos recueillis par Anna Sylvestrener et Arnaud Froger. Je souhaite pour ma part que, bien sûr, les électeurs du PDCI suivent le président Bédié pour que je puisse effectivement avoir un taux de participation et d'élection confortable. Mais je peux vous dire en toute honnêteté que je n'ai pas de doute sur cet aspect des choses. Le président Bédié est respecté dans son parti. Son parti sait que cette alliance est bonne pour la Côte d'Ivoire, mais elle est également bonne pour le PDCI. À partir de là, je ne vois pas pourquoi les électeurs du PDCI ne voteraient pas donc le candidat soutenu par le PDCI. Vous dites qu'elle est bonne pour le PDCI, mais plusieurs personnalités de ce parti ne sont pas tout à fait d'accord avec vous. Ils ont même un peu tourné le dos au chef de leur parti. Vous imaginez la liberté d'expression, je pense qu'elles ont le droit de s'exprimer de cette manière, d'être candidat, c'est leur droit. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Mais pour vous, ça n'est pas une épine dans le pied en vue d'octobre prochain? C'est la preuve de la démocratie. Ça veut dire que la démocratie est vivante en Côte d'Ivoire et que, en réalité, tout le monde peut se déclarer candidat et espérer aller à des élections pour les gagner. Voilà. Monsieur le Président, dans ces conditions, votre objectif, est-ce que c'est d'être réélu dès le premier tour? Ah oui, moi, mon objectif, c'est d'être élu dès le premier tour pour qu'on puisse continuer le travail. Parce que s'il y a un deuxième tour, ça fait un mois de moins. Vous voyez, j'ai déjà perdu 4 mois et demi avec la situation passée. Je souhaite que je sois élu dès le premier tour. Comme ça, j'aurais rattrapé un mois. Ça permettrait de continuer. Et je souhaite que cette campagne soit la plus courte possible. La branche dissidente du FPI a des manifestations qui ont été, j'allais dire, réprimées. 3 des leaders sont emprisonnés. Est-ce que vous pensez que ça va vers le sens d'élections apaisées? Il ne faut pas confondre les choses. Les manifestations doivent être autorisées. Les marches éclatées, ça ne veut rien dire. Parce que quand on veut faire une manifestation, on va voir le maire ou le préfet, on donne l'itinéraire, on suit l'itinéraire, on se fait encadrer. La Côte d'Ivoire est un pays où je tiens à ce que l'ordre soit respecté, que la loi soit respectée. On ne peut pas se lever un beau jour et dire « je vais faire une marche éclatée ». Je ne l'accepterai pas. Maintenant, toutes les manifestations autorisées se feront. Alors, ces personnes qui sont donc en détention provisoire, ils attendent le jugement. Je n'ai pas d'avis à donner. Ils sont responsables de ce mort. Il y a eu aussi des réunions publiques, même des conférences de presse qui n'ont pas pu se tenir, des conférences de presse de cette branche dissidente du Front populaire ivoirien. Vous parlez beaucoup de réconciliation. Est-ce qu'on ne peut pas penser, je vous pose la question de Valérie. Je ne suis pas au courant de marches qui ont été empêchées ou de conférences de presse qui ont été empêchées. Ça, je ne suis pas informé. Pourtant, il y en a eu. Si c'est le cas, ce n'est pas normal. Ah non, si c'est le cas, ce n'est pas normal. Si les gens veulent tenir une conférence de presse, ils doivent pouvoir tenir la conférence de presse. Je ne suis pas informé de cela. Le président ivoirien Alassane Ouattara, vous entendrez une deuxième partie de cet entretien dans notre prochaine édition, dans 1 heure. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur France 24. Billet retour au Sichuan. 12 mai 2008, province du Sichuan. À 14h28, la terre se met à trembler. 2 minutes suffiront pour raser plus de 350 000 édifices. Des milliers de disparus, des millions de sans-abri. À cette heure-là, les enfants étaient à l'école. Ils seront les premières victimes de ce séisme. En cause,
Des malfaçons dans la construction des écoles, très vite surnommées les écoles tofu, avec déjà un fort parfum de corruption. Les parents ne sont pas restés silencieux. Beaucoup d'entre eux ont porté plainte pour que ce scandale ne soit pas étouffé. Billet retour au Sichuan, à voir sur France 24 et sur france24.com.